Je revenais de chez le notaire, heureuse et prête à annoncer à mon mari et à ma belle-mère que ma grand-mère m'avait légué 3 appartements et une petite maison de vacances. Mais en arrivant à la porte, je les ai entendus parler. Et ce qu'ils ont dit m'a complètement glacé. J'étais sur le chemin du retour du bureau du notaire, plutôt contente à l'idée d'annoncer à mon mari et à ma belle-mère que ma grand-mère m'avait laissé 3 appartements et un chalet. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu les voix de ma belle-mère et de mon mari et j'ai décidé d'écouter. Je me suis figé, horrifié par ce que j'entendais. Le téléphone sonna juste au moment où Kesha ait terminé la dernière maquette pour un client. C'était un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils, mais répondit quand même. Bonjour. Kesha est à l'appareil. Oui, je vous entends. Mon nom est Olivia Jane. Je suis l'assistante de l'avocate Vera Nicole Cointon. Vous devez venir à notre bureau concernant la succession de votre grand-mère, Lydia Stepheney. Kesha se figea. Le téléphone pressé contre son oreille. Une succession ? Sa grand-mère était décédée il y a 4 mois, en février. L'enterrement avait été modeste, juste elle et les voisins de l'immeuble délabré où sa grand-mère avait vécu toute sa longue vie. Quel genre d'héritage pouvait-il y avoir ? Je suis désolé. Êtes-vous sûr ? Grand-mère Lydia n'avait pratiquement rien. Juste une seule chambre dans un appartement en colocation. Mademoiselle, je ne peux pas discuter des détails par téléphone. Vous devez venir en personne avec votre permis de conduire. Nous sommes ouverts jusqu'à 18h. Vous pouvez passer aujourd'hui. D'accord. Je serai là dans 1 heure. Kesha raccrocha et regarda dans le vide. Que se passait-il ? Sa grand-mère avait travaillé toute sa vie comme simple ingénieur dans une usine, avait pris sa retraite avec une maigre pension de sécurité sociale et avait compté chaque centime. Sa chambre dans un appartement en périphérie de la ville était meublée avec des meubles d'occasion d'avant les années 90. Grand-mère avait même économisé pendant 2 ans juste pour s'acheter un nouveau réfrigérateur. Kesha se leva de son bureau et traversa son appartement. C'était un petit 3 pièces qu'elle et son mari, Omar, louaient depuis 9 ans maintenant. 9 ans. Elle s'arrêta près de la fenêtre et regarda les HLM en briques grises de l'autre côté de la rue. Quand ils se sont mariés, elle avait 23 ans et lui 25. Ils croyaient tous les deux que c'était temporaire, qu'ils économiseraient, achèteraient leur propre maison et fonderaient bientôt une famille. Mais 9 ans avaient passé. Pas de maison, pas d'enfants. À la place, ils avaient la mère d'Omar, Vivien Marcha-Ossorne, qui vivait avec eux depuis 5 ans après que son salon de coiffure eût prétendument brûlé, la laissant sans revenu. Temporaire, bien sûr, murmura Kesha. Tout est temporaire. Kesha secoua la tête pour éclaircir ses pensées. Je dois aller au bureau de l'avocate et comprendre ce qui se passe. Elle se changea rapidement, prit son sac et quitta l'appartement. Sur le chemin du cabinet d'avocat, sa mémoire lui rappelait des bribes de conversation avec sa grand-mère. Kesha lui avait rendu visite pour la dernière fois en novembre, 3 mois avant que Lydia Stepheney ne s'éteigne paisiblement dans son sommeil. Grand-mère était assise dans son fauteuil usé près de la fenêtre, tricotant une autre écharpe, regardant sa petite fille avec des yeux bleus délavés, et soudain elle demanda, « Kesha, es-tu la maîtresse de ta propre maison ou juste une invitée ?» Quoi ? Kesha n'avait pas compris. Dans cet appartement où tu vis, as-tu l'impression qu'il est à toi, ou es-tu juste de passage ? Kesha avait ri, écartant la question et disant quelque chose sur le fait que c'était la maison qu'elle partageait avec Omar. Grand-mère avait secoué la tête mais n'avait pas insisté, continuant à tricoter. Plus tôt cet été-là, alors que Kesha était venue l'aider à trier de vieilles affaires sur le balcon, grand-mère avait soudainement abordé le sujet de sa belle-mère. Cette Vivien à toi, elle est avec vous depuis longtemps. 5 ans maintenant. Grand-mère, souviens-toi, je t'ai dit que son salon avait brûlé. Elle n'avait pas d'assurance. Elle a perdu ses revenus. Elle a dû emménager avec nous. Et quand déménagera-t-elle ? Une fois qu'elle sera remise sur pied. Elle travaille dans un autre salon maintenant, elle économise pour un nouvel endroit. Grand-mère ricana. Elle économise depuis 5 ans, et elle économisera encore 5 ans. Les gens comme ça n'économisent jamais, Kesha. Ils trouveront toujours une raison de rester. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis ? C'est la mère d'Omar. C'est pour ça que je le dis. Kesha n'avait pas compris à l'époque. Elle s'était même sentie blessée, pensant que sa grand-mère devenait juste vieille et grincheuse. Mais maintenant,
Assise dans le bus de la ville et regardant par la fenêtre, elle se souvenait du ton triste avec lequel Lydia Stephen avait prononcé ces mots. Il n'y avait aucune méchanceté, seulement de la peine. Le cabinet Covington Lowenstedt était situé dans une haute tour de bureau du centre-ville. Keisha prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage et trouva la bonne porte. La plaque indiquait « VN Cointon, avocate ». L'assistante, Olivia Jane, une femme d'une 50aine d'années vêtue d'un tailleur impeccable, l'accueillit chaleureusement et la conduisit dans le bureau. Vera Nicole Cointon était une grande femme aux cheveux grisonnants avec des yeux bruns intelligents. Elle serra la main de Keisha et l'invita à s'asseoir. « Keisha, je comprends que cela puisse être une surprise. Votre grand-mère, Lydia Stephen, a rédigé un testament il y a 2 ans. Selon ses dernières volontés, tous ses biens vous reviennent. La chambre dans l'appartement en colocation. Vous voulez dire juste ça ?» Vera Nicole sourit. « Pas seulement ça. Veuillez jeter un œil à ces documents. » Elle ouvrit un dossier et commença à poser un document après l'autre sur le bureau. Keisha regarda les tampons, les signatures et les chiffres, incapable de croire ce qu'elle voyait. Un certificat de propriété, un T2 dans le quartier nord, 42 mètres carrés. Un autre certificat, un T2 dans le centre-ville, 38 mètres carrés. Le troisième, un T2 dans le quartier ouest, 35 mètres carrés. Et enfin, un terrain avec un chalet à 80 km de la ville sur un terrain d'un quart d'acre. C'est une sorte d'erreur, halta Keisha. Grand-mère n'avait pas ce genre d'argent. Elle a compté chaque centime toute sa vie. C'est exactement pour cela qu'elle a pu acquérir ses biens, répondit doucement Vera Nicole. Lydia Stephen a commencé à acheter de l'immobilier il y a 30 ans, dans les années 90, lorsque les prix étaient bas. Elle a acheté le premier appartement avec les économies qu'elle avait accumulées depuis sa jeunesse. Elle l'a ensuite loué, a économisé les revenus et, quelques années plus tard, a acheté le deuxième, puis le troisième. Elle a acheté le terrain du chalet plus récemment, il y a 8 ans. Mais pourquoi n'ai-je jamais rien su de tout ça? Elle voulait que vous ne le découvriez qu'après son décès. Elle disait que ce serait mieux pour vous ainsi, que cela vous permettrait de faire le bon choix. Keisha resta silencieuse, traitant l'information. 3 appartements, un chalet. Sa grand-mère avait vécu dans un appartement en colocation, économisé sur la nourriture et rapiécé de vieux vêtements. Pourtant, elle possédait 3 appartements. Tous les appartements étaient loués, n'est-ce pas? Oui. Les revenus allaient sur un compte, qui vous revient également. Il contient actuellement environ 85 000 $. Les derniers locataires ont déménagé en janvier, peu après le décès de Lydia Stephen. Les propriétés sont maintenant vacantes. 85 000 $. Keisha s'agrippa au bord de la table. Elle se sentait étourdie. « Voulez-vous de l'eau » demanda l'avocate, inquiète. « Non, non, ça va. C'est juste un choc trop important. » Vera Nicole hocha la tête avec compréhension. Lydia Stephen était une femme extraordinaire, déterminée et prévoyante. Elle est venue me voir il y a 2 ans lorsqu'elle a rédigé le testament et a tout expliqué en détail. Elle a dit que sa petite-fille avait besoin d'une base pour que personne ne puisse jamais briser son esprit. Une base, répéta Keisha. Oui, et elle m'a aussi demandé de vous donner ceci. L'avocate sortit une enveloppe scellée de son tiroir. Dessus, d'une écriture tremblante, était écrit « Pour Keisha ». À ouvrir après la finalisation des documents. Keisha prit l'enveloppe. Le papier était épais et légèrement jauni. Ses mains tremblaient. « Vous pouvez la lire maintenant ou à la maison, comme vous préférez, dit Vera Nicole. Je vais préparer le certificat d'hérédité. Il y aura des frais de formalité à payer, mais tout le reste est déjà prêt. » Keisha hocha la tête. Ses doigts déchirèrent l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages manuscrites, l'écriture familière de sa grand-mère. « Ma très chère Keisha, si tu lis ceci, je ne suis plus avec toi. Ne pleure pas, ma chérie. J'ai vécu une longue vie et je pars paisiblement, sachant que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Tu es probablement sous le choc maintenant de ce que tu as appris. 3 appartements, un chalet, de l'argent à la banque. Tu te demandes pourquoi j'ai gardé ça secret, pourquoi j'ai vécu si modestement si j'avais tout ça. Je vais te répondre. Je ne voulais pas que quiconque le sache trop tôt. Les gens changent quand ils sentent l'argent, même les plus proches. Keisha, je t'ai observé toutes ces années.
Je t'ai vu te marier, rayonnante de bonheur. J'ai vu comment tu t'es lentement éteinte, devenant plus silencieuse, moins visible. Tu te souviens il y a 3 ans quand on t'a offert le poste de directrice de création dans cette grande entreprise. Excellent salaire, évolution de carrière. Tu as refusé. Tu as dit que Vivien était malade et que tu devais rester à la maison pour l'aider. 1 mois plus tard, j'ai vu par hasard une annonce dans le journal. Ta belle-mère ouvrait un 2e salon de coiffure. Quelle maladie, Keisha? Tu te souviens quand tu as arrêté de voir tes amis? Tu as dit qu'Omar n'aimait pas que tu rentres tard, mais lui-même sortait tous les vendredis soirs au club de billard jusqu'à minuit. Tu te souviens que tu voulais suivre ses cours de perfectionnement à New York. Vivien a piqué une crise, disant que tu abandonnais ta famille. Tu es resté. J'ai tout vu. Je suis restée silencieuse parce que je savais que si je disais quoi que ce soit, tu ne me croirais pas. Tu défendrais ton mari et ta belle-mère. Tu dirais que j'étais vieille et que je ne comprenais rien. Mais maintenant, tu as quelque chose qui te donne le choix. Les 3 appartements, le chalet, l'argent. Ce n'est pas seulement de l'immobilier, Keisha? C'est ta liberté. Si tu aimes Omar, si tu es heureuse dans ce mariage, alors reste. Vis comme avant. Mais maintenant, tu vivras par ton propre choix, pas parce que tu n'as nulle part où aller. Et si tu réalises que tu mérites mieux, tu auras un endroit où aller. Tu auras un toit sur la tête, même plusieurs toits. Et encore une chose, ma chérie, une chose très importante. Après que tu auras appris l'existence de l'héritage, les gens autour de toi pourraient changer. Il pourrait y avoir des conversations étranges, des demandes ou des propositions. Si tu entends quelque chose de désagréable ou d'effrayant, ne te précipite pas pour réagir. Ne crie pas. Ne pleure pas. N'accuse pas, écoute d'abord. Laisse les gens finir de parler. Laisse-les te montrer qui ils sont vraiment. Parce que les gens ne montrent leur vrai visage que lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde ou ne les écoute. Quand ils croient que tu ne le sauras pas. Je crois en toi, Keisha. Tu es forte, intelligente et digne. Tu as juste oublié ça en cours de route. Il est temps de te souvenir. Vis, ma petite fille. Vis pour toi-même. Je serai toujours avec toi dans ton cœur. Ta grand-mère, Lydia. Keisha finit de lire la lettre et des larmes chaudes et silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle était assise dans le fauteuil en face de l'avocate, serrant les pages écrites. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit quelque chose changer en elle. Vera Nicole détourna discrètement le regard, feignant d'être occupée par des documents, donnant à Keisha le temps de se ressaisir. Après quelques minutes, Keisha essuya ses yeux et prit une profonde inspiration. Je suis désolé. Il n'y a rien à excuser. Ce sont des émotions fortes. C'est parfaitement normal. Elles finirent de régler les formalités environ 1 heure plus tard. Keisha quitta le cabinet d'avocat avec un lourd dossier entre les mains. À l'intérieur se trouvaient les certificats d'hérédité, les contrats et les détails du compte bancaire. Toute la vie de sa grand-mère investie dans ses mètres carrés. Elle se dirigea vers le parc le plus proche, s'assit sur un banc et sortit son téléphone. Elle voulait appeler Omar pour lui annoncer la nouvelle, mais son doigt plana au-dessus de l'écran. Si tu entends quelque chose d'étrange, ne te précipite pas pour réagir. Pourquoi grand-mère avait-elle écrit ça? Que savait-elle ou prévoyait-elle? Keisha remit le téléphone dans son sac, se redressa, croisa les mains sur ses genoux et commença à se remémorer les derniers mois. Grand-mère était décédée en février. En mars, Omar était soudainement devenu incroyablement attentionné. Il avait commencé à poser des questions sur son travail, à s'enquérir de ses projets. Auparavant, il pouvait passer des semaines sans lui poser une seule question sur sa vie. En avril, il lui avait suggéré de lui donner une procuration pour tous ses documents importants, arguant que ce serait plus pratique pour qu'elle n'ait pas à courir dans différents bureaux. Keisha avait refusé, disant qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Omar avait boudé pendant 3 jours, puis avait laissé tomber le sujet. En mai, Vivien avait soudainement commencé à poser des questions sur sa grand-mère, se demandant si elle avait laissé des objets de valeur, des documents ou des économies. Keisha avait répondu qu'il n'y avait rien, juste la chambre dans l'appartement en colocation, qui avait déjà été vidée. Sa belle-mère lui avait lancé un regard étrange et plissé, mais n'avait rien dit. Une coïncidence? Keisha se leva du banc. La décision lui vint clairement et froidement.
Elle ne parlerait à personne de l'héritage pour l'instant. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. Grand-mère était une femme intelligente. Si elle avait donné un avertissement, il y avait une raison. Elle rentra à la maison à l'heure habituelle, vers 19h. Omar et sa mère étaient dans la cuisine en train de dîner. Vivien cuisinait, comme elle insistait toujours pour le faire, prétendant que Kesha ne savait pas cuisiner correctement. « Où étais-tu » demanda Omar sans lever les yeux de son assiette. « En déplacement pour des affaires, je m'occupais de documents. »« Quels documents ?»« Des trucs de travail. Un nouveau contrat client. » Omar hocha la tête, perdant tout intérêt. Vivien lança un regard scrutateur à Kesha, mais resta également silencieuse. Kesha alla dans la chambre, ferma la porte, s'assit sur le lit, sortit le dossier de son sac et fixa le certificat de propriété. 3 appartements, un chalet, 85 000 $ à la banque. Elle avait le choix. Pour la première fois en 9 ans de mariage, un vrai choix. Elle cacha le dossier dans le tiroir le plus éloigné de la commode, sous une pile de vieux pulls. Demain, elle trouverait un endroit plus sûr. Pour l'instant, ça pouvait rester là. La soirée se passa comme d'habitude. Omar regardait le basket. Vivien parlait au téléphone avec une amie. Kesha était assise devant l'ordinateur, terminant son projet client. Ils se couchèrent à 23h. Omar l'enlaça par habitude, enfouissant son visage dans son cou. Kesha resta éveillée, fixant l'obscurité, pensant à sa grand-mère, à la lettre et aux mots qui martelaient maintenant sa tête comme une cloche. Les gens ne montrent leur vrai visage que lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Elle se tourna sur le côté et ferma les yeux. Demain serait un nouveau jour. Voyons ce qu'il apportera. Le vendredi matin commença normalement. Omar partit travailler à 8h et Vivien à 9h. Kesha se retrouva seule à la maison. Elle travaillait à distance, avec un emploi du temps flexible. Elle s'assit à son ordinateur, ouvrit ses emails, écrivit à un client que le projet était prêt et envoya les fichiers. Puis elle commença une nouvelle tâche, mais ne pouvait pas se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à la veille, à la lettre de grand-mère, à l'héritage. À 11h, Kesha se leva de son bureau et traversa l'appartement. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre de Vivien. Le lit était fait au carré. Sur la table de chevet, une pile de magazines de beauté glacée. Au mur, des photos d'Omar à différents âges. Pas une seule photo d'elle et d'Omar ensemble, comme si la belle-fille n'existait pas. Elle sortit, ferma la porte, se dirigea vers la cuisine, se versa un verre d'eau et s'assit à la table en regardant par la fenêtre. Elle devait aller voir les appartements, les 3 qui lui appartenaient maintenant, pour vérifier leur état. Peut-être que demain elle irait à l'un d'eux, celui du quartier nord. Mais à ce moment, la porte d'entrée claqua. Kesha sursauta et se retourna. Qui était-ce? Omar était au travail jusqu'à 18h, et Vivien au salon jusqu'à 19h. Elle se leva silencieusement, alla dans le couloir et écouta. Des voix provenaient de la chambre de sa belle-mère. 2 voix, un homme et une femme, Omar et Vivien. Mais pourquoi était-il à la maison? Pourquoi n'était-il pas au travail? Kesha se figea contre le mur. Elle était sur le point d'entrer et de demander ce qui n'allait pas, mais elle entendit alors une phrase qui lui glaça le sang. Sa vieille est morte il y a 4 mois. J'ai vérifié les registres par l'intermédiaire de Lisa au bureau de l'état civil. Elle possédait 3 appartements, 3, plus ce terrain avec le chalet. Elle les louait tous. Tu imagines le fric qui circulait là-dedans? C'était la voix de Vivien, aiguë et satisfaite. Kesha se plaqua contre le mur du couloir. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il l'entendrait. Sérieux? Répondit la voix d'Omar. 3 appartements? Je la croyais fauchée. Kesha n'a jamais rien dit parce que ta petite idiote ne le savait même pas elle-même. Cette Lydia a économisé en secret toute sa vie. C'était une vieille renarde rusée. Il faut lui reconnaître ça. Mais le testament est sans aucun doute au nom de Kesha. La vieille n'avait pas d'autres parents. Comment as-tu su pour les appartements? Je te l'ai dit, Lisa du bureau de l'état civil. On était à l'école ensemble. Je lui fais une manucure gratuite et elle me file les infos. Un arrangement pratique. Il y eut une pause. Kesha entendit quelqu'un traverser la pièce et le plancher craquer. Donc, Kesha va bientôt la prendre, dit Omar, songeur.
Exactement. Et nous devons agir vite avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Que veux-tu dire? Vivien renifla. Je veux dire que nous ne pouvons pas rater cette chance, Omar. Comprends-tu combien valent 3 petits appartements en ce moment? Même au prix les plus bas, c'est plus de 700 000 $. 700 000 $. Et le chalet rapportera encore 35 000 $ si le terrain est correct. Keisha entendit Omar siffler. Ce sont des chiffres sérieux. Ce sont d'excellents chiffres, et cet argent peut être à nous, ou plutôt à toi, ce qui veut dire à moi aussi. Maman, attends. L'héritage est au nom de Keisha. C'est sa propriété personnelle selon la loi. Je ne peux pas simplement le prendre. Tu ne peux pas si elle ne veut pas, interrompit Vivien. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Écoute bien. Keisha retint son souffle. Dès que ta femme apprendra l'existence de l'héritage et finalisera tous les papiers, tu devras lui parler gentiment, doucement, comme un père de famille. Dis-lui que vous êtes une famille et qu'il est temps de penser à l'avenir. Puis suggère de vendre ses appartements. Explique que l'entretien de 3 propriétés coûte cher. Les impôts, les factures de services publics, les réparations, mais si vous les vendez, vous pouvez investir l'argent dans une entreprise. Par exemple, tu as toujours rêvé d'ouvrir ce garage de carrosserie, n'est-ce pas? Ben, ouais. Alors, dis-lui ça. Que tu as besoin d'un capital de départ pour ta propre entreprise. Qu'avec ton salaire de directeur, vous vivrez en location jusqu'à vos vieux jours. Mais si tu ouvres une entreprise, tu auras un bon revenu, de la stabilité, et vous pourrez enfin avoir des enfants. Elle ne voudra pas vendre, objecta Omar, incertain. Ce sont les appartements de sa grand-mère. Il y a des souvenirs. Elle le fera si tu la presses de la bonne manière. Tu connais ta femme. Elle est faible, docile. Elle fait toujours ce qu'on lui dit. Tu dois juste présenter les choses de la bonne façon. Keisha se tenait dans le couloir, sentant un froid se répandre en elle. Faible, docile. C'est ce que sa belle-mère pensait d'elle. Et le plus effrayant, c'est qu'Omar ne la contredisait pas, mais si elle refuse quand même, demanda-t-il. Alors, insiste sur l'angle des enfants. Keisha veut un bébé. Je le sais. Vous en discutez depuis des années. Dis-lui que vous ne pouvez pas avoir d'enfant dans une location. Vous avez besoin de votre propre logement. Laisse-la vendre au moins un appartement. Utilisez cet argent pour acheter un T4 ou un T5 plus grand. Naturellement, tu le mettras à ton nom. À mon nom, répéta Omar. Bien sûr, tu es le mari, le chef de famille. C'est logique. Et puis on verra. On verra. Vivien fit une pause. Quand elle reprit la parole, sa voix était froide et calculatrice. On verra comment la vie se déroule. Si Keisha est obéissante et investie correctement dans la famille, tu peux la garder. Mais si elle commence à faire des siennes, à être têtue, eh bien, dans 1 an ou 2, tu peux demander le divorce. Une fois que l'argent sera investi dans l'entreprise, il sera impossible de prouver quoi que ce soit. Keisha plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Maman, tu es sérieuse? Le divorce? Et alors, Omar? Regarde la vérité en face. Tu l'as épousée il y a 9 ans parce qu'elle était pratique, silencieuse, calme, pas une faiseuse de troubles. Mais elle n'a rien de spécial. Pas dynamique, inintéressante. Et à quoi sert-elle? Elle travaille à distance. Elle gagne une misère. Elle s'occupe à peine de la maison. Je vis avec vous depuis 5 ans, et je fais plus de tâches ménagères qu'elle. Keisha ferma les yeux. Elle contribuait à 38% du budget familial. 38%. Et Vivien ne payait ni loyer ni courses. Elle cuisinait seulement parfois, et seulement quand elle en avait envie. Maman, tout ça me semble un peu bas, marmonna Omar. Bas? Qu'est-ce qui est bas? Nourrir une parasite pendant 8 ans. Ça, ce n'est pas bas. Elle vit dans cet appartement, utilise tout. Mais quelle est sa contribution? Rien. Toi et moi, nous travaillons et gagnons de l'argent, et elle est assise devant l'ordinateur à dessiner des petits dessins. Eh bien, elle est graphiste. C'est son travail. Travail? Ça s'appelle du freelance. Ce n'est pas un travail. C'est de l'amusement.
Les gens normaux ont des emplois stables, ils ne naviguent pas sur Internet. Kesha serra les dents. Elle avait travaillé comme designer dans une grande entreprise jusqu'à ce que Vivien emménage. Ensuite, sa belle-mère avait orchestré toute une campagne disant que Kesha devait être à la maison pour soutenir la famille, pas traîner au bureau. Omar avait soutenu sa mère. Kesha avait démissionné et s'était mise à son compte. Elle pensait que c'était temporaire. 5 ans s'étaient écoulés. « Écoute-moi, Omar », continua Vivien, sa voix adoptant des tons doux et manipulateurs. « Je ne pense pas à moi. Je pense à toi. Tu es intelligent, talentueux, mais sans capital de départ, tu travailleras pour quelqu'un d'autre toute ta vie. Et maintenant, le destin te donne une chance. Tu dois juste l'utiliser correctement. Et toi? Et moi? Je suis ta mère. J'ai investi en toi toute ma vie. Je t'ai appris, élevé, mis sur pied. Quand ton père nous a quittés, qui t'a élevé? Moi, seul. J'ai ouvert le salon pour pouvoir te donner une éducation, pour que tu ne manques de rien. Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ça a tout à voir. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir un retour sur investissement. Mon salon a brûlé il y a 5 ans. Je me suis retrouvé sans rien. Tu crois que ça me plaît de vivre dans votre T3 en location? Je veux ouvrir un nouveau salon. Un bon. Un grand. Et cet argent des appartements, c'est notre chance. La tienne et la mienne. Alors, tu veux qu'on vende les appartements de Kesha et qu'on investisse l'argent dans ton salon et mon garage? Exactement. Tu ouvriras le garage et j'ouvrirai le salon. Nous nous remettrons tous les deux sur pied. Et Kesha, eh bien, elle pourra être heureuse d'avoir contribué à l'entreprise familiale. Omar se tut. Kesha se prépara, s'attendant à ce qu'il objecte, qu'il dise à sa mère que c'était mal, qu'on ne pouvait pas traiter une femme comme ça. Mais il dit quelque chose de complètement différent. Comment je la convainc de vendre les 3 appartements? Peut-être qu'elle voudra en garder un pour elle. Quelque chose à l'intérieur de Kesha se brisa. Il avait accepté. Juste comme ça, il n'avait même pas beaucoup discuté. Dis-lui que l'entretien de 3 propriétés est trop cher et compliqué, le coacha Vivien. Il vaut mieux tout vendre et utiliser le produit de la vente pour acheter un grand appartement pour vous deux, un T4 ou un T5. Naturellement, tu le mettras à ton nom. Tu es le mari, après tout. À mon nom, répéta Omar. Et Kesha crut entendre une note d'anticipation dans sa voix. Oui. Et le reste de l'argent sera investi dans l'entreprise. J'ai déjà tout calculé. Si les appartements rapportent $850 000 et le chalet $35 000 de plus, ça fait $885 000, moins l'achat d'un nouvel appartement. Disons que $300 000 y sont consacrés. Il reste $585 000. C'est assez pour ouvrir un garage décent et mon salon, avec un peu de reste pour les frais de subsistance. Ça a l'air attrayant, admit Omar. Bien sûr que ça l'est. Nous vivrons enfin comme de vraies personnes. Nous ne compterons pas chaque centime. Nous ne serons plus en location. Tu seras ton propre patron. Moi aussi. L'indépendance. Tu comprends? Je comprends. Alors, mets-toi au travail, mon fils. Dès que Kesha apprendra l'existence de l'héritage, commence à manœuvrer. Sois juste prudent. Pas de pression immédiate. Laisse-lui un jour ou 2 pour être heureuse, puis amène-la doucement à l'idée de vendre. Parle de la famille, de l'avenir, des enfants. Elle est docile. Elle acceptera. Et si elle ne le fait pas? Si elle ne le fait pas, fais allusion à des problèmes dans la relation. Dis-lui que tu ne comprends pas comment elle peut être si égoïste, qu'une vraie femme soutient son mari en tout. Elle aura peur du divorce. Elle cédera. Fais-moi confiance. Une longue pause. D'accord, dit finalement Omar. Je vais essayer de lui parler. C'est mon bon garçon. Et souviens-toi, pas de remords. C'est notre chance, et nous n'allons pas la manquer. Kesha se tenait dans le couloir, pressant ses paumes contre sa poitrine. Tout en elle semblait engourdie. Il n'y avait ni douleur, ni larmes, ni hystérie, juste une prise de conscience froide et absolue. Son mari, l'homme avec qui elle avait vécu pendant 9 ans, qui avait promis de l'aimer et de la protéger, qui avait juré fidélité. Il venait d'accepter de la tromper,
de l'utiliser et de la jeter. Et sa belle-mère, qui avait vécu dans leur appartement pendant 5 ans, mangeait leur nourriture et bénéficiait de leurs soins, la traitait de parasite. Keisha se retourna, entra silencieusement dans la chambre, attrapa son sac et son téléphone, et quitta l'appartement aussi silencieusement qu'un fantôme. Sur le palier, elle s'arrêta, s'adossa au muret, les mains tremblantes, trouva le numéro du cabinet d'avocat sur Internet et le composa. « Bonjour, cabinet Cointon. »« Vera Nicole, bonjour, c'est Keisha. Nous avons finalisé la succession hier. »« Oui, Keisha. »« Bonjour. Comment puis-je vous aider ? Pourriez-vous me recommander un bon avocat en droit de la famille ? J'ai besoin d'une consultation urgente. » Un silence s'installa au bout du fil. Puis l'avocate dit doucement, « Je peux. » Anya Serena Peterson, une spécialiste très compétente en protection des actifs. « Attendez, je vous donne son numéro. » Keisha nota le numéro, la remercia et appela immédiatement l'avocate. Peterson à l'appareil. « Bonjour, je m'appelle Keisha. Maître Cointon vous a recommandé. J'ai besoin d'une consultation sur la protection d'un héritage vis-à-vis de mon conjoint. »« Je comprends, » répondit brièvement la femme. « Je peux vous voir aujourd'hui à 16 heures. Avez-vous l'adresse ? » Keisha la nota, prit rendez-vous, descendit et sortit. Il était un peu plus de 13 heures. Elle avait 4 heures avant la réunion. Elle marcha sans but, se déplaçant simplement dans les rues. Elle pensa à ses 9 ans de mariage. 9 ans où elle avait cru qu'ils étaient une famille, qu'ils étaient ensemble, une équipe. Il s'est avéré qu'elle n'était qu'une aile pratique, silencieuse, docile, quelqu'un qui pouvait être utilisé, trompé et jeté quand elle devenait gênante. Non, ça ne se passerait pas comme ça. Grand-mère l'avait prévenu et lui avait donné à la fois l'héritage et le conseil. Maintenant, c'était à Keisha de jouer. Elle s'arrêta devant la vitrine d'un café et regarda son reflet dans la vitre. Un visage pâle, des cernes sous les yeux, des cheveux en désordre. Une femme fatiguée de 32 ans qui s'était perdue quelque part en chemin. Mais à cet instant précis, quelque chose changea. Son regard devint différent, ferme et déterminé. Keisha redressa les épaules, leva le menton, entra dans le café, commanda un café et s'assit près de la fenêtre, regardant les passants. Dans 4 heures, elle rencontrerait l'avocate, apprendrait à protéger ses biens et s'assurerait que personne, ni son mari ni sa belle-mère, ne pourrait y toucher. Et à la maison, elle agirait comme si de rien n'était. Elle écouterait Omar essayer de la persuader. Elle enregistrerait les conversations et rassemblerait les preuves. Et quand le moment viendrait, elle frapperait. Grand-mère avait raison. Les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent qu'ils ne sont pas surveillés. Omar et Vivien Ossorne avaient montré leur visage. C'était maintenant au tour de Keisha de montrer le sien. Elle finit son café et se leva. Il lui restait encore 3h30 avant la réunion avec l'avocate. Elle pouvait aller voir l'un des appartements, celui du quartier nord. Keisha quitta le café, héla un taxi et donna l'adresse. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne ressentit pas de peur, mais de l'anticipation. Une nouvelle vie commençait, sa vie, et dans cette vie, c'était elle qui prenait les décisions. Le cabinet d'avocats d'Anna Serena Peterson était situé dans un centre d'affaires de grande hauteur, au 9e étage. Keisha prit l'ascenseur, arriva exactement à 16 heures et trouva la bonne porte. La plaque était sobre, sans fioriture, AS. Peterson, droit de la famille et des successions. Anna Serena l'accueillit elle-même, sans secrétaire, une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts blonds cendrés, un tailleur beige bien coupé et des yeux gris attentifs derrière des lunettes à monture fine. Sa poignée de main était ferme et confiante. Le bureau était strict, presque minimaliste, un grand bureau, 2 chaises pour les clients et des étagères remplies de livres de droit. Pas de détails inutiles. Keisha s'assit sur une chaise, posant son sac sur ses genoux. Anya Serena s'assit en face d'elle, sortit un bloc-notes et un stylo. « Racontez-moi tout. » Et Keisha lui raconta tout, l'héritage de sa grand-mère, la lettre et la conversation surprise entre son mari et sa belle-mère. Elle parla calmement, sans émotion, se contentant d'exposer les faits. Anna Serena écoutait, prenant des notes et clarifiant parfois des détails. Lorsque Keisha eut terminé, l'avocate posa son stylo, enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « C'est une bonne chose que vous soyez venu tout de suite.
Examinons l'aspect juridique de la question. Premièrement, et c'est le plus important, les biens acquis par héritage sont votre propriété personnelle et distincte. Conformément à l'article 36 du Code de la famille, votre conjoint n'a aucun droit dessus. Même en cas de divorce, il ne peut prétendre à ses appartements ou au terrain du chalet. Mais lui et sa mère ont dit que si je les vendais volontairement et que j'investissais l'argent dans son entreprise. C'est là que les choses se compliquent. Si vous vendez volontairement les biens immobiliers et transférez l'argent sur le compte de votre conjoint ou l'investissez dans une entreprise enregistrée à son nom, il sera extrêmement difficile de prouver l'origine de ces fonds, surtout si le temps passe et que l'argent se mélange à d'autres revenus. Dans un divorce, le tribunal pourrait potentiellement considérer ces fonds comme des biens matrimoniaux. Keisha hocha la tête. Donc, leur plan était bien pensé. Que dois-je faire? Anna Serena remit ses lunettes et reprit son stylo. Premièrement, ne signez en aucun cas de document sans me consulter. Pas d'acte de donation, pas de consentement à la vente, pas de procuration. Si votre conjoint vous apporte des papiers, dites-lui que vous voulez les étudier et apportez-les-moi immédiatement. Compris? Deuxièmement, ouvrez un compte bancaire séparé dans une autre banque, pas celle que vous partagez avec votre mari. Transférez tous les revenus locatifs des appartements sur ce compte si vous décidez de les louer. Gardez tous les documents de l'héritage et toutes les transactions financières liées à cette propriété séparée. Troisièmement, louez un coffre-fort. Mettez-y des copies de tous les documents de l'héritage. Il est également préférable de ne pas garder les originaux à la maison, peut-être chez vos parents, une amie ou à mon bureau si vous préférez. Keisha se souvint comment sa belle-mère fouillait constamment dans leur chambre. Maintenant, il était clair ce qu'elle cherchait. Je le ferai. Quatrièmement, et c'est très important, rassemblez des preuves. Si votre conjoint ou sa mère vous font pression, vous menacent ou vous manipulent, enregistrez les conversations. Selon la loi, vous avez le droit d'enregistrer les conversations auxquelles vous participez personnellement. Cela pourrait s'avérer utile. Et s'il découvre que j'enregistre? Il ne le saura pas si vous êtes prudente. Chaque smartphone a un enregistreur vocal. Activez-le avant la conversation. Gardez le téléphone dans votre poche ou à proximité. Ensuite, envoyez les fichiers à mon adresse email. Je conserverai des copies. Keisha sortit son téléphone, ouvrit l'application d'enregistrement vocal, l'essaya et vérifia la qualité de l'enregistrement. Le son était clair. J'ai une autre question, dit-elle lentement. Nous vivons dans un appartement en location. Si je décide de partir, j'ai un endroit où aller. J'ai 3 appartements, mais comment le faire de la bonne manière? Anna Serena la regarda attentivement. Envisagez-vous le divorce? J'envisage toutes les options. L'avocate hocha la tête. Sage, bien. Écoutez, si vous décidez de demander le divorce, vous pouvez déposer la requête par mon intermédiaire. Je préparerai tous les documents et les soumettrai en votre nom. Votre mari ne le saura que lorsqu'il recevra la convocation. Vous n'avez pas de biens acquis en commun. Vous n'avez pas d'enfants. Cela signifie que le divorce pourrait être rapide. 1 mois, 2 mois au maximum, et il ne pourra pas réclamer les appartements. Non, je le répète, l'héritage est votre propriété distincte. Le seul risque est si des fonds matrimoniaux importants ont été investis dans les propriétés pendant le mariage pour des améliorations majeures qui ont considérablement augmenté leur valeur. Mais cela devrait être prouvé et ne concerne que les investissements vraiment importants. Donc, si je fais une rénovation cosmétique sur l'un des appartements pour pouvoir y vivre, ça ne compte pas? Non, ça ne compte pas. L'entretien de routine et les réparations mineures sont considérés comme un entretien normal de la propriété. Keisha prit une profonde inspiration et expira. Un plan commençait à se former dans sa tête. Encore une chose, ajouta Anna Serena. Si vous décidez d'emménager dans l'un des appartements avant le divorce, sachez que votre conjoint pourrait essayer de s'installer avec vous. Selon la loi, les conjoints sont obligés de vivre ensemble. Vous pouvez lui refuser l'accès, mais cela pourrait compliquer la procédure de divorce. Il est préférable de finaliser le divorce d'abord, puis de déménager, ou de déménager discrètement sans le faire savoir et de demander le divorce immédiatement. Compris. Elles parlèrent encore 40 minutes, discutant de tous les détails, nuances et scénarios possibles. Anna Serena donna à Keisha sa carte de visite avec son numéro de téléphone portable. Appelez-moi à tout moment si la situation dégénère et tenez-moi informé.
Envoyez-moi les enregistrements de toutes les conversations à mon adresse email. J'ai écrit l'adresse au dos de la carte. Keisha la remercia, paya la consultation et quitta le bureau avec l'esprit clair et un plan d'action défini. Son premier arrêt fut une agence bancaire qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Elle ouvrit un compte d'épargne personnel à son nom et demanda qu'une carte bancaire soit livrée à l'adresse d'un des appartements de sa grand-mère, celui du quartier nord. Ensuite, elle loua un coffre-fort dans la même banque et y plaça des copies de tous les documents de l'héritage, qu'elle avait préparés à l'avance dans un centre de reprographie. Elle décida de garder les originaux avec elle pour l'instant, mais pas à la maison. Elle les apporterait demain à son amie Maria, qu'elle connaissait depuis l'université. Il était déjà 19h lorsque Keisha rentra chez elle. Omar était assis dans la cuisine, regardant son téléphone. Vivien n'était pas là. Elle était probablement encore au salon. « Où étais-tu » demanda-t-il, sans lever les yeux de l'écran. « J'ai rencontré un client. Nous avons discuté d'un nouveau projet. » Oh. Il ne demanda même pas de détails. Keisha était autrefois blessée par une telle indifférence. Maintenant, elle ne ressentait qu'un soulagement froid. Moins de questions, moins de mensonges. Elle alla dans la chambre, se changea, alluma son ordinateur et fit semblant de travailler. En réalité, elle dressait une liste des choses qu'elle devait progressivement retirer de l'appartement. Documents, photographies, bijoux de sa grand-mère, ses livres préférés et ses vêtements. Rien de gros, rien de visible, un peu chaque jour. Vivien rentra vers 21h. Keisha l'entendit parler avec Omar dans la cuisine. Leur voix était étouffée, mais leur ton était reconnaissable. Sa belle-mère était clairement nerveuse, parlant rapidement et de manière décousue. Omar répondait brièvement, essayant de la calmer. Keisha se leva, se dirigea vers la porte et écouta, mais elle ne put distinguer les mots. Il parlait trop doucement. Peu importe. Bientôt, il commencerait à agir ouvertement, et alors elle enregistrerait tout. Les jours suivants furent consacrés à une préparation minutieuse. Keisha se rendit à l'appartement du quartier nord et l'inspecta. C'était un petit 2 pièces au 5e étage d'un modeste immeuble en briques. L'état était acceptable. Les locataires de grand-mère avaient été soignés. Il ne fallait qu'un rafraîchissement cosmétique, quelques raccords de papier peint, repeindre les murs et remplacer quelques prises électriques. Elle trouva un entrepreneur et organisa la rénovation. Les ouvriers promirent de finir en 2 semaines. Elle les paya en utilisant les 85 000 $ du compte de sa grand-mère. En même temps, elle commença à déménager ses affaires de l'appartement en location. Elle les emballa dans de grands sacs, disant à Omar et Vivien qu'elle les emmenait au pressing ou les prêtait à une amie. Ils ne remarquèrent même pas. Elle emporta les affaires à l'appartement du quartier nord et les rangea dans le placard. Une semaine passa. Keisha continua d'agir normalement. Elle travaillait sur son ordinateur, préparait les dîners et regardait la télévision avec Omar le soir. Elle ne mentionna jamais l'héritage. Elle voyait à quel point Omar et sa mère étaient nerveux, comment ils échangeaient des regards significatifs, et comment Vivien restait de plus en plus tard après le travail, puis chuchotait avec son fils dans la cuisine pendant des heures. Le 8e jour, sa belle-mère n'en put plus. Le soir, alors qu'ils étaient tous les 3 assis dans la cuisine pour dîner, elle posa soudain sa fourchette et regarda Keisha. « Keisha, ta grand-mère, t'a-t-elle laissé quelque chose, tu sais, après son décès ?» Keisha leva lentement les yeux de son assiette et regarda sa belle-mère, calme et sans émotion. « Je ne sais pas. Personne n'a appelé. » Étrange, traîna Vivien. D'habitude, les parents sont appelés au bureau de l'avocat s'il y a un testament. Peut-être qu'ils appelleront un jour. C'est calme pour l'instant. Mais ça fait 4 mois. Et alors ? Peut-être qu'il y a des retards administratifs. Je ne suis pas avocate. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Omar se joignit à la conversation. Tu pourrais appeler toi-même le cabinet d'avocats. Te renseigner. Peut-être qu'il y a quelque chose. Pourquoi ? S'ils ont besoin de moi, ils me trouveront et m'appelleront. Écoute, Omar, je n'ai vraiment pas envie de penser à ça en ce moment. Grand-mère vient de décéder. C'est dur pour moi. Changeons de sujet. Elle baissa les yeux sur son assiette et continua de manger. Vivien et Omar échangèrent un regard rapide. Keisha le vit du coin de l'œil et réprima à peine un sourire. Ils étaient confus.
Leur source au bureau de l'état civil leur avait assuré qu'il y avait un testament, mais Kesha restait silencieuse. Soit elle ne savait vraiment pas, soit elle cachait quelque chose, et il ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Après le dîner, Kesha les entendit à nouveau chuchoter dans la chambre de Vivien. Cette fois, elle s'approcha prudemment de la porte, alluma l'enregistreur vocal de son téléphone et colla son oreille à la fente. Peut-être que Lisa s'est trompée. C'était la voix d'Omar. Elle ne s'est pas trompée. J'ai vu l'imprimer moi-même. Il était clairement indiqué, 3 biens immobiliers au nom de Lydia Stéphanet, testament établi au profit de Kesha Vonnet. Alors pourquoi se tait-elle? Ne sait-elle vraiment rien? Ou se méfie-t-elle de quelque chose? Se méfier de quoi? Je ne sais pas. A-t-elle compris notre manège d'une manière ou d'une autre? Comment? On parlait doucement ce jour-là. Elle était au travail. Tu en es sûr? Je crois que oui. Oui, j'ai vérifié. Elle n'était pas à la maison. Bon, on s'en tient au plan. Si elle est au courant de l'héritage, ou si elle l'apprend, elle finira par se trahir. L'important est de ne pas trop la presser, sinon on va l'effrayer. Kesha s'éloigna de la porte, éteignit l'enregistreur, enregistra le fichier et l'envoya à l'email d'Anna Serena, en ajoutant une courte explication, belle-mère et mari discutant de l'héritage. L'avocate répondit en 10 minutes, reçu. Excellent. Continuez à rassembler des preuves. Le lendemain, Omar commença à agir. Au petit déjeuner, il se mit soudain à parler de l'avenir. Kesha, j'ai réfléchi. Il est temps pour nous d'envisager sérieusement d'avoir des enfants. Qu'en penses-tu? Kesha leva les yeux de son café et alluma l'enregistreur au préalable. Son téléphone était dans la poche de sa robe de chambre. Des enfants? Oui, nous avons tous les deux plus de 30 ans. Il est temps. Tous nos amis ont déjà des enfants et nous ne cessons de repousser. Nous repoussons parce que nous vivons en location. Tu as toujours dit qu'il fallait d'abord acheter notre propre logement. Exactement. C'est pourquoi je pense qu'il est peut-être temps de prendre les choses au sérieux. Nous n'avons pas l'argent pour un appartement. Et si nous trouvions un moyen? Par exemple, je pourrais ouvrir ma propre entreprise, le garage de carrosserie. Tu te souviens comme j'en ai toujours rêvé? Avec un bon capital de départ, je pourrais le lancer et commencer à gagner un bon revenu. Ensuite, nous achèterions un appartement et aurions des enfants. Kesha hocha la tête, pensive. Ça a l'air bien, mais d'où viendrait le capital de départ? Omar hésita. Eh bien, on pourrait prendre un prêt avec des taux d'intérêt de fou. Non, merci. Alors, peut-être qu'on pourrait économiser d'une manière ou d'une autre. On économisera pendant 20 ans. Omar fronça les sourcils, s'attendant clairement à une réaction différente. Il attendait que Kesha aborde elle-même le sujet de l'héritage si elle était au courant, mais elle resta silencieuse, finissant calmement son café. D'accord, on y réfléchira encore, marmonna-t-il. Kesha hocha la tête, se leva et porta sa tasse à l'évier. Omar la regarda d'un air perplexe. Des conversations comme celle-ci se répétèrent tous les 2 ou 3 jours. Omar abordait le sujet des enfants, de l'appartement ou de l'entreprise. Kesha écoutait, hochait la tête et convenait que ce serait bien, mais elle ne mentionna jamais l'héritage, et elle enregistrait la conversation à chaque fois. Vivien commença aussi à agir, mais ses méthodes étaient plus grossières. Elle commença à être ouvertement impolie. Un soir, alors que Kesha préparait le dîner, sa belle-mère entra dans la cuisine, goûta la sauce et fit la grimace. Encore trop de sel. Tu n'as pas de papille gustative. Je trouve que c'est bon. C'est bon pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Pousse-toi. Je vais finir. Kesha s'écarta, sans discuter ni répliquer. Elle quitta simplement la cuisine, laissant sa belle-mère finir le dîner. Autrefois, elle aurait été blessée et contrariée. Maintenant, elle ne ressentait qu'un soulagement froid. Vivien pouvait être aussi impoli qu'elle le voulait. Cela se terminerait bientôt. Quelques jours plus tard, Vivien entra dans la chambre que Kesha partageait avec Omar sans frapper. Kesha était assise à son ordinateur, en train de travailler. « Kesha, j'ai besoin de te parler. » « Je t'écoute. »« Tu sais, mon ami m'a proposé une chambre dans son appartement. C'est moins cher qu'ici. Je me disais que je devrais peut-être déménager. » Kesha se retourna et regarda sa belle-mère.
Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine avec une expression de défi. Comme tu veux, Vivien, c'est ta décision. Eh bien, je viens de réaliser que toi et Omar êtes à l'étroit et que je vous dérange ici. Tu ne nous déranges pas, si, je vous dérange. Et en plus, vous êtes mariés depuis 9 ans. Il est temps que vous ayez votre propre logement. C'est gênant de vivre en location avec la mère de son mari, n'est-ce pas? Kesha resta silencieuse, observant sa belle-mère, attendant la suite. Alors, je me disais que c'était peut-être le moment pour vous de déménager. Louer un appartement plus grand sans moi. Ou mieux encore, acheter quelque chose? Avec quel argent? Je ne sais pas économiser. Prenez un prêt. Omar veut ouvrir une entreprise. Peut-être qu'il réussira. Ou peut-être que tu as des options. Voilà. La pression commence. Kesha se retourna vers son ordinateur. Vivien, si tu veux déménager, alors déménage. Personne ne te retient. Mais Omar et moi restons ici pour l'instant. Quand nous aurons l'argent pour acheter un logement, nous le ferons. D'ici là, nous louons, et ça nous convient. Maintenant, je dois travailler. Excuse-moi. La belle-mère resta là un instant, puis se retourna brusquement et partit. Kesha entendit la porte de sa chambre claquer. Ce soir-là, elle écouta à nouveau leur conversation. Vivien était furieuse. Elle est stupide ou quoi? Je lui ai fait des allusions si directes, et elle n'a eu aucune réaction. Maman, peut-être qu'elle ne sait vraiment rien. C'est impossible. 4 mois se sont écoulés. Les avocats sont obligés d'informer les héritiers. Elle sait. J'en suis sûr. Elle le cache, c'est tout. Alors, que devons-nous faire? Il faut insister davantage. Dis-lui franchement. Je veux lancer une entreprise. J'ai besoin d'argent. Si tu as des options, parle. Omar marmonna quelque chose de vague. Kesha éteignit l'enregistreur et envoya l'enregistrement à l'avocate. 2 autres semaines passèrent. La rénovation de l'appartement du North End était terminée. Kesha y alla, accepta les travaux, et l'appartement semblait confortable et frais. Elle apporta du linge de lit, des serviettes et de la vaisselle. Elle acheta les petits articles nécessaires au magasin, shampoing, savon, lessive. Elle remplit le réfrigérateur de provisions. L'appartement était prêt à être habité. Pendant ce temps, sa relation avec sa belle-mère s'était complètement détériorée. Vivien ne cachait plus son hostilité. Elle était impolie à chaque occasion, faisant des remarques désobligeantes et provoquant des conflits. Un matin, Kesha trouva sa tasse préférée, un cadeau de sa grand-mère, cassé dans l'évier, en morceaux. « Vivien, sais-tu ce qui est arrivé à ma tasse? Elle est tombée. Je faisais la vaisselle. Elle a glissé. C'est dommage, mais ce n'est qu'une tasse. Achetant une nouvelle. C'était un cadeau de ma grand-mère. Et alors? Les morts n'ont pas besoin de tasses. » Kesha s'arrêta à l'entrée de la cuisine et regarda sa belle-mère d'un regard long et froid. « Vivien, je vis ici parce que c'est la location de mon mari. Si tu as un problème avec la cohabitation, tu peux déménager toi-même. Personne ne te retient. » La belle-mère devint pourpre. « Comment oses-tu? Je suis la mère d'Omar. Et est-ce que ça te donne le droit d'être impoli? Je ne suis pas impoli. Je dis la vérité. Tu vis au crochet de mon fils depuis 9 ans, sans rien donner en retour. Je contribue à près de 40% du budget familial. Toi, tu ne contribues à rien. Alors, qui vit au crochet de qui? » Vivien ouvrit la bouche, la referma, ne trouva rien à dire, se retourna et sortit de la cuisine en trombe, claquant la porte bruyamment. Kesha se prépara calmement un café dans une nouvelle tasse et s'assit à table. À l'intérieur, tout était calme et froid. Autrefois, après de tels affrontements, elle aurait été contrariée et angoissée. Maintenant, elle ne ressentait que de la satisfaction. Sa belle-mère avait eu sa réponse et avait réalisé que Kesha n'était plus la petite souris silencieuse qu'elle pouvait commander. Ce soir-là, Kesha écouta Vivien se plaindre à Omar. « Ta femme a complètement perdu la tête. » Elle répond. « Elle est impolie. J'ai juste fait une observation honnête et elle m'a agressé. Maman, tu exagères parfois. Alors, tu es de son côté maintenant.
Je ne suis du côté de personne. Écoute, Omar, souviens-toi que je suis ta mère. Je t'ai élevé toute ma vie. J'ai tout sacrifié. Et qui est-elle? Une femme qui ne t'a même pas donné d'enfant en 9 ans. Nous n'étions pas prêts. Tu as toujours des excuses. Écoute-moi. Tu dois lui parler fermement. La remettre à sa place. Lui montrer qui est le patron dans cette maison. Sinon, elle te marchera complètement dessus. Omar marmonna quelque chose d'inaudible. Keisha éteignit l'enregistreur et sourit. Sa belle-mère perdait le contrôle. Bien. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Keisha avait reçu l'héritage. Elle avait progressivement déménagé presque tous ses biens de valeur dans l'appartement du North End. Il ne restait que les vêtements et les cosmétiques les plus nécessaires. Elle pouvait faire un sac et partir à tout moment. L'avocate approuva ses actions. Anya Serena écouta tous les enregistrements, étudia la situation et donna le feu vert pour la prochaine étape, la demande de divorce. Vous avez suffisamment de preuves de leurs intentions, dit-elle au téléphone. Des enregistrements d'eux discutant de leur plan pour vous tromper, des tentatives de manipulation de votre mari et l'hostilité de votre belle-mère. Tout cela créera un tableau complet pour le tribunal si nécessaire. Êtes-vous prête à déposer la requête? Oui. Répondit fermement Keisha. Je le suis. Alors, venez demain. Nous finaliserons les documents. Le lendemain, Keisha se rendit chez l'avocate. Elles rédigèrent la requête en dissolution de mariage et rassemblèrent tous les documents nécessaires. Anya Serena promit de les déposer au tribunal au début de la semaine suivante. Omar recevra la convocation environ une semaine après le dépôt, très probablement le jeudi ou le vendredi, expliqua l'avocate. Vous aurez le temps de vous préparer à sa réaction. Je suis prête. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir déménager tout de suite? Vous pourriez le faire avant qu'il ne reçoive la convocation. Moins de conflits de cette façon. Keisha y réfléchit, mais décida de rester. Non, je veux voir comment ils réagissent quand ils l'apprendront. Je veux voir leur visage. Anya Serena hocha la tête avec compréhension. C'est votre droit. Soyez juste prudente. Si vous vous sentez menacé, partez immédiatement et appelez-moi. Keisha rentra chez elle le soir. Omar était assis sur le canapé à regarder la télévision. Vivien n'était pas là. Il la regarda étrangement, la scrutant. Tu as quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est différent? Je ne sais pas. Tu es juste différente. Tu étais plus douce avant. Maintenant, tu es si froide. Keisha haussa les épaules. Peut-être que je suis fatigué. J'ai juste beaucoup de travail. Omar continua de la fixer, puis soupira. Keisha, nous devons parler. Sérieusement. Parler de quoi? De notre avenir. Keisha alluma l'enregistreur dans la poche de son jean et s'assit dans le fauteuil en face du canapé. Je t'écoute. Omar s'agita, choisissant ses mots. Écoute, nous sommes mariés depuis 9 ans, et j'ai l'impression que nous sommes coincés au même endroit. Nous louons, joignons à peine les deux bouts, pas d'enfants. Ce n'est pas bien. Et que proposes-tu? Je dois évoluer. Je ne peux pas être représentant commercial toute ma vie. Je veux ouvrir ma propre entreprise, le garage de carrosserie. Je connais le métier. J'ai l'expérience et les contacts. Je suis convaincu que ça marchera, mais j'ai besoin d'un capital de départ. Combien? 5 millions au minimum. 10 millions, c'est mieux pour louer l'espace, acheter l'équipement et couvrir les salaires des employés au début. D'où viendrait ce genre d'argent? Omar la regarda avec attente. Je pensais que tu avais peut-être des idées, des options. Quelles options? Je n'ai pas ce genre d'argent. Et ta grand-mère? T'a-t-elle laissé quelque chose? Voilà, la question directe. Keisha fit une pause, le regardant, puis dit lentement, Omar, je dois réfléchir à notre avenir. Son visage s'éclaira. Il prit clairement cela pour un accord. C'est de ça que je parle. Réfléchissons ensemble, en famille. Si grand-mère t'a laissé quelque chose, c'est notre chance. On pourrait. J'ai dit que je devais réfléchir, l'interrompit Keisha. Donne-moi un peu de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. 1 semaine, 2. Omar hocha la tête, satisfait.
d'accord, réfléchis-y. Mais ne prends pas trop de temps. Les opportunités ne durent pas éternellement. Kesha se leva, alla dans la chambre, ferma la porte, éteignit l'enregistreur et envoya le fichier à l'avocate avec un commentaire. Le mari demande directement des informations sur l'héritage en essayant de manipuler. La réponse arriva instantanément, excellent. Tenez bon. Tout se déroule comme prévu. Le lendemain, samedi, Vivien organisa ce qu'elle appela un conseil de famille. Le soir, après le dîner, elle fit asseoir solennellement Kesha et Omar à la table de la cuisine et s'assit en face d'eux. Alors, commença-t-elle, attendez, nous devons parler franchement. Sans retenue. Kesha la regarda calmement, les mains croisées sur la table. L'enregistreur était en marche. Kesha, continua la belle-mère. As-tu reçu un héritage de ta grand-mère ou non? Une question directe, droit au but. Kesha ne se pressa pas de répondre. Elle regarda Vivien, puis Omar. Il évitait son regard, nerveux. Pourquoi demandes-tu ça, dit finalement Kesha. Parce que nous sommes une famille, s'exclama Vivien. Et si quelqu'un dans la famille a l'occasion d'aider les autres, il doit le faire. Une occasion d'aider. Oui. Omar veut créer une entreprise. Il a besoin d'argent. Si ta grand-mère t'a laissé quelque chose, c'est notre chance. Notre chance? Bien sûr, la nôtre. Toi et Omar êtes mari et femme. Tout ce qu'une personne a appartient aux deux. Kesha secoua la tête. Pas exactement. Un héritage est la propriété personnelle de la personne qui l'a reçu. Vivien fronça les sourcils. Comment sais-tu ça? Je me suis renseigné. Renseigné, petite maline. Écoute-moi, ma fille. Il ne devrait pas y avoir de secret ni d'argent séparés dans une famille. Tout est partagé. Et si grand-mère t'a laissé des appartements ou autre chose, tu es obligé de le partager avec ton mari. Tu es obligé. Oui, tu es sa femme. Kesha se leva de table et regarda sa belle-mère de haut. Vivien, je ne suis obligé envers personne, et surtout pas envers toi. Vivien se leva d'un bond, le visage violet de colère. Comment oses-tu me parler comme ça? Calmement. J'en ai assez de supporter ton impolitesse et ta manipulation. Assez. Omar, cria Vivien. As-tu entendu comment elle me parle? Omar était assis, la tête baissée, silencieux. Omar, dis quelque chose. Elle insulte ta mère. Il leva lentement les yeux et croisa ceux de Kesha. Kesha, pourquoi es-tu comme ça? Maman dit des choses sensées. Nous sommes une famille. Nous devrions nous entraider. Aider, répéta Kesha. Je vois. Elle se retourna et se dirigea vers la chambre. Vivien criait quelque chose derrière elle, mais Kesha n'écoutait pas. Elle ferma la porte, la verrouilla, s'assit sur le lit, éteignit l'enregistreur et envoya le fichier à l'avocate en écrivant. Ils exigent ouvertement que je leur remette l'héritage. Je pense qu'il est temps d'agir. La réponse arriva instantanément, d'accord. Je dépose les papiers du divorce lundi. Tenez bon. Kesha s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Derrière la porte, sa belle-mère continuait de crier. Omar disait quelque chose, essayant de la calmer. Juste quelques jours de plus. Seulement quelques jours et tout changerait. Grand-mère avait raison. Les gens avaient montré leur vrai visage. Et maintenant, Kesha savait quoi faire. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Sa poitrine se sentait calme et froide. Claire. Le jeu était toujours en cours, et elle allait gagner. Kesha resta allongée dans la chambre, écoutant les voix à l'extérieur de la porte s'éteindre enfin. Vivien s'était finalement calmé et avait cessé de crier. Omar lui dit quelque chose doucement, de manière apaisante. Puis elle entendit des pas et la porte de la chambre de la belle-mère claquer. Silence. Kesha regarda son téléphone. Un message d'Anna Serena. Nous déposons les documents au tribunal lundi à 10 h du matin. Soyez prête pour la réaction de votre mari dans environ une semaine. C'était samedi. Cela signifiait que dans 9 jours, Omar recevrait la convocation de divorce. 9 jours. Elle pouvait continuer à vivre ici, observant leur tentative pour mettre la main sur l'argent. Ou pas. Peut-être était-il temps de tout arrêter plus tôt.
Elle se souvint de ce jour, il y a un mois, le jour où tout avait changé, quand elle revenait joyeusement du bureau de l'avocat pour dire à son mari et à sa belle-mère que sa grand-mère lui avait laissé 3 appartements et un chalet. Mais en entrant chez elle, elle avait entendu leur voix, avait décidé d'écouter et avait été glacée d'horreur par ce qu'elle avait entendu. À ce moment-là, debout dans le couloir et écoutant les personnes les plus proches d'elle planifier de la tromper et de la rejeter, quelque chose s'était brisé en elle. Pas avec douleur ni un cri, mais silencieusement, définitivement, comme une vieille corde qui avait été trop tendue et qui avait fini par céder. Et maintenant, 1 mois plus tard, elle était prête à terminer ce qui avait commencé ce jour-là. Keisha se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il faisait nuit dehors. Les lampadaires étaient allumés. Quelque part en bas, des enfants riaient en jouant à cache-cache. Un samedi soir typique. Typique pour quelqu'un d'autre, mais pour elle, c'était sa dernière nuit dans cet appartement. Elle prit un petit sac de voyage dans le placard et commença à emballer le reste de ses affaires. Une trousse de maquillage, quelques t-shirts, un jean, des sous-vêtements. Tout le reste était déjà à l'appartement du North End. C'était le dernier sac. Elle le fit, le ferma et le plaça près de la porte. Puis elle prit son téléphone et envoya un texto, « Anna Serena, je pars demain. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. » La réponse arriva 1 minute plus tard. Je vous soutiens. Allez-y. Je suis disponible. Keisha se coucha sans quitter la chambre. Omar ne frappa jamais ni n'essaya de parler. Il dormait sur le canapé dans le salon. Sa mère lui avait probablement dit de laisser à sa femme le temps de réfléchir. Laissez-le penser ça. Le dimanche matin commença tard. Keisha se leva à 9 h, s'habilla, se coiffa, attrapa son sac et sortit de la chambre. Omar et Vivien étaient dans la cuisine en train de boire du café. Ils la virent avec le sac et échangèrent des regards. « Où vas-tu » demanda Omar. « Chez une amie pour quelques jours. »« Quelle amie, Maria ?»« J'ai besoin d'une pause. Besoin de réfléchir. » Vivien plissa les yeux, satisfaite. Elle pensait clairement que le plan fonctionnait. Que Keisha cédait sous la pression. Bien. Réfléchis bien. La famille est la chose la plus importante. Il faut être capable de faire des sacrifices pour les gens qu'on aime. Keisha ne répondit pas. Elle se retourna simplement et sortit de l'appartement. Elle prit un taxi pour l'appartement du North End, regardant par la fenêtre. La ville se réveillait. Les gens se dépêchaient pour leurs affaires. Des magasins, des cafés et des salons de coiffure ouvraient quelque part. Juste la vie normale de gens normaux. Bientôt, elle aurait aussi une vie normale, sans mensonges, sans manipulation, sans une belle-mère qui la traitait de parasite. L'appartement l'accueillit avec le silence et l'odeur de peinture fraîche. Keisha posa son sac dans le couloir et traversa les pièces. Tout était en place. Tout était prêt. Ses affaires étaient soigneusement rangées dans le placard. La vaisselle était dans la cuisine et la nourriture dans le réfrigérateur. La maison. Sa maison. Elle s'assit sur le canapé, sortit son téléphone et envoya un texto à Anna Serena. « J'ai déménagé. Nous déposons les papiers demain. » La réponse, « Oui, je serai au palais de justice à 10 h. Vous n'avez pas besoin de venir. Je m'occuperai de tout. Je vous verrai au bureau à 14 h. Nous discuterons des détails. » Keisha passa le reste de la journée à s'installer dans l'appartement. Elle suspendit les serviettes dans la salle de bain, arrangea les livres sur l'étagère et rangea ses vêtements. Le soir, tout était prêt. Elle se coucha tôt dans son propre lit, dans son propre appartement. Elle dormit profondément, sans rêve. Le lundi fut calme. Keisha travailla sur son ordinateur, parla avec des clients et finalisa des projets. À 14 h, elle se rendit au bureau d'Anna Serena. L'avocate l'accueillit avec un dossier de documents. « J'ai déposé la requête ce matin. La date d'audience est fixée au 23 juillet, dans 3 semaines. Votre mari recevra la convocation cette semaine, très probablement jeudi ou vendredi. D'accord. Il appellera et essaiera de me rencontrer. Que dois-je faire ? Keisha réfléchit un instant. Je ne répondrai pas au téléphone. Tout ce que j'avais à dire, je le dirai au tribunal. Une sage décision, mais soyez prête à ce qu'il essaie de venir chez vous. Connaît-il l'adresse de l'appartement du North End ? Non,
je ne l'ai dit à personne. Excellent. Cela signifie qu'il lui sera difficile de vous trouver. Gardez cependant votre téléphone allumé. Si quelque chose se passe, appelez-moi immédiatement. Elles discutèrent des détails de l'audience à venir, des questions possibles et des arguments. Anna Serena était confiante dans leur succès. Vous n'avez pas de biens acquis en commun, pas d'enfants, pas de dettes communes. Le divorce sera une formalité. La seule chose que votre mari pourrait essayer de faire, c'est de faire traîner la procédure en demandant une réconciliation. Mais il est peu probable que le juge accepte, étant donné les circonstances. Kesha rentra chez elle et continua à travailler. Son téléphone était silencieux. Omar n'avait ni appelé ni envoyé de texto. Il pensait probablement encore qu'elle était chez ses amis en train de réfléchir à leur avenir. 3 jours passèrent. Mercredi, jeudi, silence. Le vendredi, vers 11 heures du matin, son téléphone fut inondé d'appels. Omar, 1, 2, 3, 5, 10 fois. Kesha ne répondit pas. Puis vinrent les textos. Kesha, décroche le téléphone d'urgence. Ça doit être une erreur. J'ai reçu une convocation du tribunal. As-tu demandé le divorce? Réponds-moi. Kesha lut les messages calmement, sans répondre. Elle bloqua le numéro d'Omar. Puis elle bloqua le numéro de Vivien, qui commença aussi à appeler. À 16 heures, Anna Serena appela. Votre mari est venu à mon bureau pour demander des explications. Il criait et menaçait. J'ai dû appeler la sécurité. Menace verbale. Il a dit qu'il n'accepterait pas le divorce, que vous le regretteriez et qu'il trouverait un moyen d'obtenir ce qui lui revient. Tout est enregistré sur les caméras de mon bureau. S'il continue, nous déposerons une plainte pour harcèlement. Bien. Est-il venu chez vous? Non, il ne sait pas où je suis. Excellent. Tenez bon. Plus que 2 semaines et demie avant l'audience. Ce soir-là, Kesha était assise sur son balcon avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil. Son téléphone était posé à côté d'elle, éteint. Silence. Paix. Quelque part dans cet appartement en location, Omar et Vivien paniquaient probablement, essayant de comprendre ce qui s'était passé, comment Kesha l'avait découvert, pourquoi elle avait demandé le divorce et où elle était maintenant. Laissez-les deviner. Une semaine passa. Kesha travaillait, rencontrait des clients et se promenait en ville. Elle vivait la vie normale qu'elle n'avait pas vécue depuis 9 ans. Personne ne contrôlait où elle était, avec qui elle était ou quand elle rentrait à la maison. Personne n'était impoli, ne la pressait ou ne la manipulait. La liberté s'est avérée être silencieuse, pas bruyante, pas éblouissante, juste une certitude tranquille et calme qu'elle s'appartenait. Omar continuait d'essayer de la joindre depuis différents numéros. Kesha bloquait chaque nouveau numéro. Puis il commença à lui envoyer des emails et des messages sur les réseaux sociaux. Elle ne les lisait pas. Elle les supprimait immédiatement. 3 jours avant la date du tribunal, un message d'Anna Serena arriva. Votre conjoint a déposé une contre-requête en réconciliation. Le tribunal l'a rejetée. L'audience se déroulera comme prévu. Kesha se sentit soulagée. Tout serait bientôt terminé. Le 23 juillet était une journée chaude. Kesha se réveilla tôt, vêtue d'un pantalon noir élégant et d'une chemise blanche, attacha ses cheveux en une queue de cheval et se maquilla légèrement. Elle avait l'air calme et confiante. Le tribunal commençait à 11 heures. Elle arriva 20 minutes en avance et rencontra Anna Serena dans le hall. Prête? Oui. Il est déjà là avec sa mère. Ils sont assis dans le couloir à attendre. Je vois. Ne leur parlez pas avant l'audience. S'ils essaient de vous approcher, passez sans vous arrêter. Elles montèrent au 3e étage et parcoururent le couloir. Omar était assis sur un banc, voûté. À côté de lui, Vivien était tendu et en colère. Ils virent Kesha et se levèrent d'un bond. Omar fit un pas vers elle. Kesha, nous devons parler. Kesha passa devant lui, sans le regarder. Anna Serena lui barra le chemin, n'approchez pas ma cliente. Je suis son mari. Vous êtes le défendeur dans une affaire de divorce. Toutes les questions seront abordées dans la salle d'audience. Elles entrèrent dans la salle d'audience. Kesha s'assit à côté de l'avocate, les mains croisées sur ses genoux, respirant régulièrement et calmement. 1 minute plus tard,
Omar et sa mère entrèrent et s'assirent de l'autre côté. Omar regarda Kesha d'un air suppliant. Vivien la regarda avec haine. La juge, une femme âgée aux cheveux gris et au visage sévère, entra. Tout le monde se leva, puis s'assit. L'audience commença. La juge lut la requête et demanda à Kesha si elle confirmait son intention de dissoudre le mariage. Oui, je confirme. Les motifs, différents irréconciliables. Le mariage a fondamentalement cessé d'exister. La juge se tourna vers Omar. Le défendeur est-il d'accord pour la dissolution du mariage? Omar se tut. Vivien le poussa du coude. Non, je ne suis pas d'accord, s'étrangla-t-il. Je veux sauver ma famille. Je demande un délai de réconciliation. La juge regarda les documents. La demande de réconciliation a déjà été rejetée. Il n'y a pas de motif pour un nouvel examen, défendeur. Avez-vous des revendications concernant le partage des biens? Oui, interrompit Vivien. Ma belle-fille a un héritage, 3 appartements. Ils doivent être partagés. La juge fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Je suis la mère du défendeur. Vous n'êtes pas partie à cette affaire. Veuillez garder le silence ou quitter la salle d'audience. Vivien pinça les lèvres mais se tut. La juge se retourna vers Omar. Je répète la question. Avez-vous des revendications concernant le partage des biens? Omar regarda Kesha puis la juge. Oui. Ma femme a reçu un héritage pendant le mariage. Je crois que j'ai droit à la moitié. Anna Serena se leva. Votre honneur, conformément à l'article 36 du Code de la famille, les biens reçus par un conjoint par héritage sont sa propriété distincte et ne sont pas soumis au partage. Je présente des documents confirmant que les biens immobiliers ont été reçus par ma cliente par testament. Elle tendit le dossier à la juge. La juge examina les documents et hocha la tête. Les revendications du défendeur sont infondées. L'héritage n'est pas un bien matrimonial. Omar pâlit. Mais ce n'est pas juste. Je suis son mari. La loi ne prévoit pas le partage d'un héritage entre époux, déclara sèchement la juge. Les parties ont-elles d'autres revendications, des biens matrimoniaux, des dettes ou des prêts? Anna Serena secoua la tête. Non, les parties vivaient dans un logement en location, n'ont pas acquis de biens communs, n'ont pas d'enfants et n'ont aucune obligation financière l'une envers l'autre. Défendeur, confirmez-vous cela? Omar était assis, la tête baissée. Il hocha la tête. La juge prit une note dans les documents. Compte tenu de l'absence de litige sur les biens, d'enfants et de la reconnaissance mutuelle de l'impossibilité de sauver le mariage, le tribunal prononce un jugement de dissolution de mariage. Le jugement deviendra définitif un mois à compter de la date d'émission. Audience levée. Elle frappa le marteau. C'était fini. Kesha se leva, remercia Anna Serena, se retourna et se dirigea vers la sortie. Omar se leva d'un bond et tenta de lui barrer le chemin. Kesha, attends. Nous devons parler. Elle s'arrêta et le regarda pour la première fois en 3 semaines. Elle le regarda dans les yeux. Nous n'avons rien à nous dire. Comment peux-tu dire ça? Nous avons été ensemble pendant 9 ans. Nous l'étions. Maintenant, nous ne le sommes plus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi? Vivien se précipita et attrapa le bras de Kesha. Tu as ruiné la vie de mon fils. Tu as détruit une famille pour quelques appartements. Kesha retira vivement son bras. Ne me touche pas, pour qui te prends-tu? Tu te crois quelqu'un maintenant que tu as de l'argent? Vivien, écarte-toi. La belle-mère ne recula pas. Elle s'approcha, levant la main, essayant de la gifler. Kesha attrapa son poignet, arrêtant le coup à 1 pouce de son visage, et serra fort. Ça fait mal. Si tu me touches, je dépose une plainte à la police. J'ai des témoins et j'ai des enregistrements de vos conversations où vous planifiez de m'escroquer. Et c'est juste. Vivien retira sa main et recula, les yeux pleins de haine. Quels enregistrements? De quoi parles-tu? Kesha sortit son téléphone, ouvrit le dossier avec les fichiers audio et trouva le tout premier. Elle appuya sur Play. La voix de Vivien sortit du haut-parleur. Sa vieille est morte il y a 4 mois. J'ai vérifié les registres par l'intermédiaire de Lisa au bureau de l'état civil. Elle possédait 3 appartements, 3,
plus ce terrain avec le chalet. Kesha arrêta la lecture et regarda le visage blanc de sa belle-mère et l'expression déconcertée de son mari. J'ai tout entendu ce jour-là, quand vous pensiez que je n'étais pas à la maison il y a un mois. Vous avez discuté de la façon dont vous alliez me tromper, me forcer à vendre les appartements, investir l'argent dans vos entreprises, puis divorcer de moi une fois l'argent dépensé. Omar ouvrit la bouche, la referma et ne trouva rien à dire. Vivien tenta de sauver la situation. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous discutions juste d'options. Des options pour me tromper, des options pour m'exploiter. J'ai entendu chaque mot et je l'ai enregistré. J'ai 23 fichiers audio de vos conversations. Ils ont tous été donnés à mon avocate. Ils peuvent tous être utilisés au tribunal si vous essayez quoi que ce soit d'autre. La belle-mère se tut, réalisant qu'elle avait perdu. Omar s'avança, tendant les mains. Kesha, je suis désolé. J'ai été un idiot. Maman m'a convaincu. Je ne réfléchissais pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Recommençons. Kesha secoua la tête. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas accepté le plan de ta mère. Tu as accepté de me tromper et de me larguer pour de l'argent. Ce n'est pas de l'amour, Omar. C'est du calcul. Non, je t'aime. Vraiment. Tu t'aimes toi-même et ta mère. Je ne suis même pas en 3e position sur cette liste. Je changerai. Je le promets. Ne te donne pas cette peine. Ça ne m'intéresse pas, Kesha le contourna et se dirigea vers la sortie. Omar se précipita derrière elle. Attends, où vas-tu maintenant? Où habites-tu? Retrouvons-nous et parlons comme des adultes. Elle s'arrêta à la porte et se retourna. J'ai déjà demandé le divorce. Le tribunal a rendu son jugement. Dans un mois, nous serons officiellement divorcés. Il n'y a plus rien à discuter. Mais tu as 2 semaines pour quitter l'appartement en location. Le bail est à mon nom. Si vous ne partez pas, je résilierai le bail et le propriétaire vous expulsera tous les deux. Omar se figea. Tu es sérieuse? Tu me mets à la porte? Je vous mets tous les deux à la porte. C'est mon appartement. Je l'ai loué. Je le paie. Je ne paierai plus. Mais ma mère et moi, nous n'avons nulle part où aller. Ce sont vos problèmes. Vivien travaille. Tu travailles. Louez quelque chose pour vous. Ensemble ou séparément. Je m'en fiche. Vivien s'avança, le visage déformé par la rage. Tu le regretteras. Omar trouvera un moyen de te poursuivre en justice pour ces appartements. Nous engagerons un avocat. Engagez-en un. La loi est de mon côté et j'ai une excellente avocate qui l'a prouvé au tribunal aujourd'hui. Bonne chance à vous deux. Kesha sortit du palais de justice. Anna Serena la rattrapa dans la rue. Excellent travail. Vous avez été brillante. Merci. Et maintenant? Dans un mois, vous recevrez le certificat de dissolution de mariage. Tout sera officiellement terminé. D'ici là, vivez paisiblement. Si votre ex-mari ou sa mère vous dérange, appelez-moi. Nous déposerons une plainte pour harcèlement. Elles se dirent au revoir. Kesha héla un taxi, se dirigea vers chez elle et regarda par la fenêtre la ville qui défilait, ressentant un étrange sentiment de calme. Pas de joie ni de triomphe, juste la paix. 2 semaines passèrent. Omar quitta l'appartement en location. Kesha s'y rendit le dernier jour et récupéra le reste de ses affaires. L'appartement était vide, étranger, comme si elle n'y avait jamais vécu. Elle expliqua à la propriétaire qu'elle divorçait et ne louerait plus. La propriétaire fut compréhensive et lui rendit la caution. Kesha se tenait dans le salon vide, regardant les murs nus. 9 ans, elle avait vécu ici. 9 ans, elle avait considéré cet endroit comme sa maison. Mais ce n'était qu'un appartement en location, un refuge temporaire. Sa vraie maison l'attendait dans un autre quartier, dans l'appartement que sa grand-mère lui avait laissé. Elle ferma la porte, remit les clés à la propriétaire et partit, pour ne plus jamais revenir. 1 mois plus tard, le certificat de dissolution de mariage arriva. Un document officiel confirmant que Kesha Von et Omar Ignacio Osorn n'étaient plus époux. Kesha mit le certificat dans le dossier avec les autres documents, le verrouilla dans le coffre-fort et ferma ce chapitre. La vie continua.
Elle trouva un emploi dans un grand studio de design graphique, le même qui lui avait offert le poste de directrice de création 3 ans auparavant. Le poste était pris, mais ils l'embauchèrent comme designer principal. Bon salaire, projets intéressants et une équipe agréable. Elle loua 2 des appartements hérités, trouva des locataires respectables et officialisa tout. Les revenus locatifs couvraient toutes ses dépenses, avec un peu de reste. Elle décida de garder le terrain du chalet pour elle. Cet été-là, elle s'y rendit et commença à le ranger. Une petite maison, une cour envahie par la végétation, un vieux belvédère. Grand-mère avait planté elle-même les pommiers, les cerisiers et les groseilliers. Keisha engagea un jardinier et lui demanda de nettoyer le terrain. À la fin de l'été, le terrain du chalet était transformé, devenant un endroit où elle pouvait aller le week-end pour échapper à l'agitation de la ville. Omar tenta de la contacter plusieurs fois, appelant depuis de nouveaux numéros et envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Keisha ne répondit pas. Elle les bloqua. Puis, il cessa d'essayer. Elle apprit par des connaissances communes qu'il louait une chambre dans un hôtel bon marché et travaillait sur le même chantier de construction. Vivien avait fermé son salon de coiffure, dettes, prêts et problèmes fiscaux. Elle travaillait maintenant comme coiffeuse de base dans le salon de quelqu'un d'autre pour le salaire minimum. Keisha ne ressentit ni joie ni schadenfreude à cette nouvelle. Elle en prit simplement acte. Il ne faisait plus partie de sa vie. Cet automne-là, elle retrouva Maria, sa vieille amie, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs années. Elles s'assirent dans un café, burent un café et parlèrent de la vie. « Tu as changé » dit Maria en regardant attentivement Keisha. « Tu es différente, d'une certaine manière. »« En quoi ?»« Plus confiante, plus calme. Avant, tu étais, je ne sais pas comment le décrire, un peu abattue, et maintenant tu rayonnes. » Keisha sourit. « Je vis juste pour moi-même maintenant, enfin. » « Et comment c'est ? » « Étrange, inhabituel, mais bien. » Maria tendit la main et serra la sienne. « Je suis sincèrement heureuse pour toi. » Un autre mois passa. L'hiver arriva tôt. La neige tomba début novembre. Keisha se tenait sur le balcon de son appartement, enveloppée dans une couverture, regardant la ville blanche en contrebas. Se sentait-elle heureuse ? C'était une question difficile. Le bonheur, c'est quand tout est parfait. Quand on a un être cher à ses côtés. Quand les projets d'avenir sont brillants et joyeux. Elle n'avait pas d'être cher. Ses projets étaient simples et ordinaires. Travail, appartement et le chalet. Rien de grandiose. Mais elle se sentait libre. C'était plus important que le bonheur. La liberté de choisir où aller, quoi faire et à qui parler. La liberté de se réveiller le matin et de ne pas penser à qui elle devait plaire aujourd'hui. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Keisha fronça les sourcils et répondit. « Allô ?» La voix d'Omar. « Keisha, c'est moi. Ne raccroche pas, s'il te plaît. » Elle resta silencieuse, attendant. « J'ai besoin de te parler. Je réalise que j'avais tort, que je me suis comporté comme un vrai, pardonne-moi. Donne-moi une chance de tout réparer. » Keisha regarda la neige tomber. « Tu as eu ta chance. 9 ans. Tu l'as gâché. N'appelle plus. Attends, j'ai vraiment changé. J'ai déménagé de chez ma mère. Je vis seul. J'ai réalisé beaucoup de choses. Omar, même si tu as changé, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas réessayer. Je ne veux tout simplement pas. Et n'appelle plus. » Elle raccrocha, bloqua le numéro, resta sur le balcon une minute de plus, puis rentra à l'intérieur, se versa un café, s'assit sur le canapé et alluma son film préféré, celui qu'elle n'avait pas regardé depuis 9 ans. Parce qu'Omar disait que c'était un mélodrame stupide. Elle regardait, buvait du café, enveloppée dans une couverture, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que tout était exactement là où il devait être. 6 mois après le divorce, en février, l'anniversaire du décès de grand-mère Lydia, Keisha se rendit au cimetière, apporta des fleurs, se tint près de la tombe et regarda la photographie. Grand-mère souriait sur la photo avec son sourire calme et sage. « Merci, grand-mère » murmura Keisha. « Tu avais raison. Raison sur tout. » Le vent agita les branches des arbres, faisant tomber la neige sur le sol. Calme, paisible. Keisha resta un instant de plus,
puis se retourna et se dirigea vers la sortie. La vie continuait, sa vie, et c'était ce qui comptait le plus. Ce soir-là, elle était assise dans son appartement à travailler sur un nouveau projet. Le café était sur le bureau. Un carnet de croquis était à proximité. Une musique douce jouait. La pluie frappait à la fenêtre. Mars était imprévisible. Neige un instant, puis le suivant. Keisha se pencha en arrière dans sa chaise, s'étira et regarda l'horloge. 21h30, la journée de travail était terminée. Elle ferma son ordinateur portable, se versa un autre café, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. Des lumières aux fenêtres, des voitures sur les routes, des gens se dépêchant pour leurs affaires. Quelque part là-bas, dans cette ville, vivait Omar. Ailleurs, sa mère vivait. Ils construisaient leur vie, résolvaient leurs problèmes sans elle, et elle sans eux. C'était juste. Keisha se souvint des mots de la lettre de sa grand-mère. Ce n'est pas seulement de l'immobilier, Keisha? C'est ta liberté. Il y a un mois, elle n'avait pas entièrement compris ces mots. Elle pensait que la liberté signifiait l'argent, les appartements, la capacité de partir. Maintenant, elle comprenait. La liberté, c'est le droit de choisir. Non pas parce que l'on a peur d'être sans abri, non pas à cause de la pression extérieure, mais simplement parce que l'on veut quelque chose ou non. Son téléphone vibra à nouveau, un autre numéro inconnu. Keisha regarda l'écran et soupira. Omar n'avait pas abandonné. Elle répondit à l'appel. Keisha, c'est moi. S'il te plaît, rencontrons-nous. Parlons comme des adultes. Nous n'avons rien à nous dire. Comment peux-tu dire ça? Nous avons 9 ans derrière nous. Nous les avions. Maintenant, nous ne les avons plus. Tu me manques. Keisha ricana. Je ne te manque pas. Ce qui te manque, c'est ce que je pouvais t'apporter. Les appartements, l'argent, la vie facile. Je ne crois pas que tu aies changé. Les gens ne changent pas si vite. J'ai vraiment changé. Peut-être, mais je m'en fiche. Je ne veux pas vérifier. N'appelle plus, Omar. Je suis sérieuse. La prochaine fois, j'irai voir mon avocate et je demanderai une ordonnance restrictive. Laisse-moi tranquille. Elle raccrocha et bloqua le numéro. C'était la dernière fois. Elle ne lui donnerait pas une autre chance d'appeler. Keisha finit son café, attrapa son sac, mit sa veste et décida de faire une promenade malgré la pluie. Elle avait besoin d'air frais et de mouvement. Elle sortit dans la rue, marchant le long des trottoirs mouillés. La pluie tapait sur sa capuche, et les lampadaires se reflétaient dans les flaques d'eau. La ville vivait sa vie nocturne. Keisha marchait, pensant à l'avenir, à ce qui allait suivre, travail, appartement et le chalet. C'était une bonne base. Mais que voulait-elle pour elle-même? Elle ne s'était jamais posé de telles questions auparavant. Elle vivait la vie comme elle venait, comme les circonstances le dictaient. Maintenant, elle pouvait se permettre de penser à ses désirs. Que voulait-elle? Voyager. Elle avait longtemps rêvé de voir l'océan, les montagnes et les vieilles villes d'Europe. Maintenant, elle pouvait économiser et partir. Personne ne lui interdirait ni ne dirait que c'était un gaspillage d'argent. Apprendre. Elle voulait suivre des cours de peinture et de photographie. Maintenant, elle pouvait s'inscrire et assister aux cours. Elle avait le temps. Elle avait l'argent. Vivre. Juste vivre sans se soucier des opinions et des attentes des autres. Keisha s'arrêta près d'un petit parc et s'assit sur un banc sous l'auvent. Elle sortit son téléphone, ouvrit ses notes et commença à écrire une liste de souhaits. L'océan, les cours de peinture, un nouveau projet au travail, des rénovations au chalet, peut-être prendre un chat. La liste s'allongeait, et à chaque ligne, elle se sentait plus chaleureuse à l'intérieur. C'était sa vie, ses choix, son avenir. Elle se leva et se dirigea vers chez elle. La pluie avait cessé. La lune émergea de derrière les nuages. La ville brillait sous la lumière argentée. Magnifique. À la maison, Keisha prit une douche et se coucha, s'endormant avec la pensée que demain serait un nouveau jour, une journée de travail normale, et que c'était suffisant. Le matin commença avec du soleil, une rareté pour Mars. Keisha se leva, prépara du café, s'assit à table avec son ordinateur portable, vérifia ses emails, répondit aux clients et commença un nouveau projet. À l'heure du déjeuner,
Maria appela et l'invita au cinéma le week-end. Kesha accepta. Elle n'était pas allée au cinéma juste pour le plaisir depuis longtemps. Le soir, elle prépara le dîner et regarda une série télévisée. Elle se coucha tôt, une journée normale, sa journée. 2 autres mois passèrent. Mais, temps chaud. Les arbres verdirent. Kesha se rendit au chalet, y passa le week-end, travailla dans la cour et planta des fleurs qu'elle avait achetées au marché. Les voisins la saluèrent et lui demandèrent comment elle allait. L'un des voisins, un homme d'une 40aine d'années, lui proposa de l'aider à réparer la clôture. Kesha accepta. Ils travaillèrent ensemble pendant plusieurs heures, puis burent du thé sur le porche et parlèrent de la vie. Il s'appelait Igor. C'était un programmeur qui venait au chalet pour échapper à la ville. Divorcé, sans enfant. Kesha ne lui raconta pas toute son histoire en détail, dit simplement qu'elle était aussi récemment divorcée et vivait seule. Igor hocha la tête avec compréhension. Parfois, il vaut mieux être seul qu'avec la mauvaise personne. Exactement. Ils échangèrent leurs numéros et convinrent de s'appeler s'ils avaient besoin d'aide dans la cour. Kesha retourna en ville le dimanche soir, fatiguée mais contente. Le terrain du chalet reprenait vie. La cour était verte. Bientôt, les pommiers fleuriraient. Grand-mère aimait les pommiers. Elle disait que leur floraison était la plus belle période de l'année. Kesha mit un rappel sur son téléphone. Aller au chalet fin mai quand les arbres fleuriront. Le voir, le photographier, pour grand-mère, pour moi. La vie continua tranquillement, calmement, sans drame ni bouleversement. Et Kesha aimait ça. 6 mois après le divorce, elle croisa Omar par hasard au centre commercial, près de l'escalator. Il montait et elle descendait. Leurs regards se croisèrent. Kesha le reconnut immédiatement. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, habillé négligemment avec une barbe de 3 jours. Omar la reconnut aussi. Il ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose. Kesha détourna le regard et continua de descendre, sans s'arrêter ni se retourner. Omar ne l'appela pas. Il la regarda simplement partir. Elle quitta le centre commercial et monta dans sa voiture. Oui, elle avait acheté une voiture il y a 1 mois, une petite d'occasion, mais la sienne, pratique pour aller au travail et au chalet. Elle démarra le moteur, s'engagea sur la route, alluma la musique et baissa la vitre. Le vent chaud de l'été s'engouffra dans la voiture. La rencontre avec Omar ne provoqua aucune émotion, ni douleur, ni colère, ni regret. Elle avait simplement rencontré une connaissance du passé. Le passé restait là où il devait être, derrière elle. Kesha rentra chez elle en pensant à ses projets pour la soirée. Elle devait terminer un projet client. Ensuite, elle pourrait lire le livre qu'elle avait mis de côté depuis longtemps. Des projets simples, ces projets. Et c'était merveilleux. 1 an après le divorce, Kesha marqua l'anniversaire tranquillement, sans fanfare. Elle s'acheta un gâteau et s'assit sur le balcon avec une tasse de café. Il y a 1 an, elle se tenait au tribunal et écoutait le juge prononcer le jugement de divorce. Alors, elle se sentait vide et froide à l'intérieur. Maintenant, elle se sentait calme et chaleureuse. La vie s'était stabilisée et avait trouvé son rythme. Le travail apportait satisfaction et revenus. Les appartements étaient loués de manière fiable. Le terrain du chalet était devenu son lieu de détente préféré. Igor, le voisin du chalet, était devenu un bon ami. Ils s'appelaient, travaillaient parfois ensemble sur leur terrain et buvaient du thé sur le porche. Rien de romantique, juste de l'amitié. Kesha ne cherchait pas de relation. Elle n'en voulait pas encore. Peut-être un jour, plus tard, peut-être pas. Peu importait. L'important, c'est qu'elle ne dépendait plus de personne. N'attendait plus de permission, d'approbation ou d'instruction. Elle vivait la vie comme elle le voulait, pour elle-même. Grand-mère savait ce qu'elle faisait quand elle économisait pour ses appartements. Elle savait qu'un jour, sa petite fille aurait besoin d'une base, d'un fondement qui ne la laisserait pas se briser sous la pression extérieure. Kesha leva sa tasse de café et regarda le ciel. Merci, grand-mère, pour tout. Le vent emporta ces mots. Quelque part là-haut, grand-mère Lydia a dû entendre et sourire de son sourire calme et sage. Tout s'était déroulé exactement comme elle l'avait voulu. Sa petite fille était libre, et c'était le plus important. Avez-vous aimé mon histoire? Si vous avez écouté jusqu'à la fin, mettez un 1 dans les commentaires.
А, да? 30 уровня. Тут его не было в прошлый раз. И что не делать с этим? Терпеть нахуй. Валим нахуй просто отсюда. Блять, там медведь, тут криомаг. Похуй, обходим. Смогу ли я вообще тут обойти? Даем полного угла вообще. Охотника нас за сокровищами заметка. Чё, блядь? Чё там пишет? Место по названию волки, цель поиск эбонитового посох. Нахуй мне эбонитовый посох? Он в квестах прям появился у меня, да? Да похуй. Ебанитовый посох. Мор. Чернее пещера. Блять! Китики! Большие китики. Ёб твою мать! Ты чё, охуел? Да, блять. Вставай! Какая легкость. А тут есть, кстати, ведьмачья ветка в алхимии. Мел. Мел. Лежачего не бьем. Мел. Мел. Да. Блять, тут есть... Да, алхимия, типа, повышает ХП, МП, СТ на 40. Тут она по-другому сделана. Тут, типа, я алхимик над собой экспериментирую, да? Статы могу просто улучшать, мастер алхимик. Походу, алхимию тоже придется качать. Блять, в этом реквиеме реально все перки полезные. Здорово, Стики Фингерс, здорово, здорово. Стас, а не Влад. Влада Стас. Блять, как мне этот лагерь, сука, обойти с изгоями ебаными. Что по жопе не получить. Этот реквием мультяшно выглядит. Ну да.
Блядь, сейчас дует.